Michel, à toi la parole. Que dire après ce que vous avez dit, Niki, et aussi bien que vous, je m'associe complètement à cela. Ce matin, Angela Davis a ouvert en majesté ce colloque. Moi, je vais le clôturer, j'allais dire en couturière modeste. Hein. Et je dirais aussi en femme, qui, au fond, un peu fille de Simone de Beauvoir, a vu dans le travail un moyen d'émancipation, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour toutes les femmes. Hein. On l'a bien vu cet après-midi, notamment dans la dernière table ronde, qui fait beaucoup réfléchir. Le travail pour qui, hein, et comment. Je voudrais avant toute chose vraiment, mais le dire aussi, m'associer à ce qu'a dit Niki Lefebvre, dire mon admiration, vraiment, profonde, ma gratitude pour tout ce que vous avez apporté, toi Margaret, toute l'équipe et tout le mage, et puis ma solidarité, bien sûr, parce qu'on a cheminé ensemble longtemps, et puis bien sûr mon amitié, cela va de soi. Et je voudrais dire aussi que entre sociologie du travail, histoire des femmes, notamment au milieu des années 70-80, un peu ce terreau des origines, il y avait beaucoup de liaisons. Peut-être moins par la suite, je dois dire que j'étais presque déçue, un petit peu comme ça, de voir que dans les statistiques très intéressantes données ce matin sur la pluridisciplinarité, les historiennes, certes, apparaissaient, mais enfin, pas tant que ça. Et on aurait pu attendre davantage. Je pense que ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure sur les évolutions des objets de recherche. C'est vrai que l'histoire en général, l'histoire des femmes à l'intérieur de l'histoire en général, a évolué dans ces objets et par conséquent dans ces démarches. Dans les années 75-80, c'était le travail des femmes qui était vraiment l'objet prioritaire. Depuis, il y a eu le corps, il y a eu les représentations, pour ne citer que deux grands thèmes essentiels, et chacun de ces objets, ou de ces thèmes comme on voudra, nécessite d'autres alliances disciplinaires. Le corps, la psychanalyse, les représentations, la littérature, l'esthétique, etc. Avec des liaisons disciplinaires différentes, je pense que ça peut expliquer aussi le fait que, actuellement, dans la liaison avec la sociologie du travail, les historiennes soient un peu moins présentes. Revenons à l'âge d'or, je mets des guillemets à expression âge d'or, au temps de nos connivences fondamentales. Nous venons, veux dire nous, les historiennes des femmes, nous venons de l'histoire du travail, très majoritairement. Hein. C'est vrai pour les États-Unis, je pense à John Scott, Louis Stilley par exemple, l'Angleterre également, Dorothée Thompson, pour ne citer qu'un exemple, et Robotham et bien d'autres. Et en France, c'est un peu le cas aussi. C'était mon cas, j'étais plutôt du côté du travail ouvrier. Bon, alors pourquoi est-ce que ça a été comme ça ? Est-ce qu'il y a eu une figure de substitution dans l'altérité, les ouvriers devenant les femmes, et pas toujours les femmes ouvrières, pas nécessairement. C'est évidemment une question qui a déjà été débattue et qui est évidemment intéressante. Revenons encore à ces années 75-80. La sociologie du travail était de toute façon très importante. Il y avait eu Touraine, il y avait eu Claude Durand, avec la revue Sociologie du travail, et les femmes sociologues qui développaient, comme Danielle Kergoat, Margaret Maruani, Annie Borzex, etc., qui développaient justement une sociologie du travail des femmes. Et pour moi, des ouvrages fondamentaux, au moment où je me posais avec d'autres les mêmes questions, ça a été par exemple le temps des chemises. Ton livre avec Annie Borzex de 78, si je ne me trompe, quelque chose comme ça. Et puis, quelques années plus tard, Au labeur des dames,
en 82, quelque chose comme ça. Donc, ces livres-là étaient dans nos bibliothèques, ils y sont toujours, bien entendu, mais ils nous servaient véritablement de référence au moment où nous voulions, nous les historiennes, développer l'histoire du travail des femmes. Alors, si on a développé l'histoire du travail des femmes, c'est sans doute en raison de cette conjoncture historiographique et intellectuelle que je viens de brièvement évoquer, mais d'un autre côté, en tant que champ, en tant que terrain, en tant qu'objet, c'est quand même un terrain formidable. Pourquoi ? Parce que le travail, c'est une véritable frontière du genre. Hein. À tous les points de vue, c'est une frontière du genre et une fracture majeure, hein, une fracture majeure de la différence des sexes. Et je crois que nous avions toute raison de le prendre comme un premier champ de recherche. Alors, je ne vais pas développer tous les points, naturellement je pourrais le faire, mais je vais simplement les évoquer comme cela. D'abord, la première difficulté pour les femmes, ça a été tout simplement, quelle difficulté ? Faire reconnaître leur travail comme productif. Les femmes ont toujours travaillé. Toujours, depuis la nuit des temps. Hein. Mais elles ont travaillé dans l'invisibilité du domestique, absolument. S'il y a un silence de l'histoire des femmes, il est d'abord ce silence-là. Et je me dis quelquefois qu'il faudrait faire un monument à la ménagère inconnue, hein, synthétisant toutes les ménagères du passé, parce que sans leur travail, invisible, innommable, innommé, les sociétés n'auraient jamais pu croître et se développer. C'est donc là quelque chose d'absolument fondamental et en effet qui mérite absolument réflexion. Le marxisme n'a pas changé grand-chose de ce point de vue-là. Peut-être c'est d'ailleurs une des raisons de notre éloignement par rapport au marxisme, c'est que la réflexion sur le salaire de l'homme, du travailleur, doit couvrir les frais de la famille. C'est la notion de salaire essentiel. Le salaire des femmes, qu'est-ce que c'est ? Un salaire d'appoint, c'est pas ? Un salaire d'appoint. Donc, difficulté de faire reconnaître le domestique comme productif. Il n'est que reproductif. Et ça, c'est une première difficulté, quelque chose d'important. La deuxième chose, justement, c'est la question de la rémunération. Dans une société de marché, la valeur, c'est l'argent, et donc le salaire. Et pour être reconnu, il faut recevoir un salaire. Tant qu'on n'a pas un salaire, on n'est pas reconnu. Et c'est pourquoi les femmes, elles ont mis du temps à réaliser cela, d'autant plus que tous les obstacles étaient contre elles, mais leur travail, en effet, ne méritait pas rémunération. La notion de salaire d'appoint apparaît dans l'économie politique au début du XIXe siècle. Jean-Baptiste Say, par exemple, ou encore Dupin. Dupin consacre aux petits producteurs français 8 petits fascicules passionnants, et il y en a un qui est consacré à l'ouvrière. Et quand vous lisez ce petit fascicule, l'ouvrière, c'est la bonne Marie. La bonne Marie. Et qui est la bonne Marie ? Une ménagère. C'est une ménagère au foyer qui fait les travaux domestiques, qui essaie d'ajouter un petit quelque chose en faisant un peu de couture à domicile, mais c'est ça l'ouvrière. C'est pas une ouvrière à l'extérieur, c'est vraiment une femme au foyer, une femme à la maison. Donc, extrême difficulté de faire reconnaître un salaire véritable, et cette notion de salaire d'appoint a pesé très longtemps sur le taux même du salaire. Au fond, les femmes avaient un salaire de statut, de statut de femme. Parce qu'elles étaient femmes, elles avaient une place, elles avaient un statut, et donc le salaire devait être automatiquement moindre. Pourquoi ? Parce qu'elles n'avaient pas la force physique nécessaire
dans ces travaux ouvriers ou paysans qui étaient essentiels à cette époque. Donc elles rendaient moins, elles produisaient moins, tout le monde disait elles produisent beaucoup moins. Et puis d'autre part, comme le dit très bien Jean-Baptiste Say, elles sont toujours capables d'apporter quelque chose, et qu'elles soient veuves, qu'elles soient orphelines, il y aura toujours un homme pour leur apporter ce qu'il faut pour vivre. Voilà. Autrement dit, elles n'en ont pas besoin, véritablement. D'où la difficulté. Et on s'aperçoit de cette difficulté quand on regarde encore les accords de Matignon, en 1936. Il y a des discussions sur le salaire, évidemment, vous le savez, et il est dit dans les accords de Matignon que le salaire des femmes devra être, pas plus de 30% inférieur au salaire des hommes. N'est-ce pas ? Pour les gens qui négociaient les accords de Matignon, c'était probablement un moyen de limiter la casse, peut-être. Mais d'un autre côté, ils considéraient aussi que c'était normal que les femmes gagnent 30% de moins que les hommes à travail égal. Car, bien entendu, c'est toujours la question du travail égal. Donc, difficulté extrême pour les femmes et qui pèse très longtemps pour arriver à l'égalité salariale, qui est quelque chose de fondamental. Troisième obstacle, troisième frontière, l'accès aux métiers. Les femmes ont toujours travaillé, mais elles n'ont justement pas toujours exercé des métiers, c'est-à-dire des formations véritablement reconnues. C'est toute la question de la qualification, n'est-ce pas ? Arriver pour une femme, avoir des qualifications reconnues, c'est la croix et la bannière. On dit, par exemple, pour les travaux de couture, que les femmes, elles ont des qualités innées. N'est-ce pas ? Pour les femmes, c'est toujours du côté de l'inné. Elles naissent avec une aiguille entre les doigts. C'est pas bon. Elles ont des doigts de fée. La fée, il faut se méfier de la fée, hein. Beaucoup. C'est inné. Et quand les premières dactylos sont arrivées au début du XXe siècle, on disait les femmes ont l'habitude de jouer du piano, hein, elles feront très bien du clavier. Non, c'est formidable. La formation des femmes à la féminité leur donnera une formation innée, devenue innée à la formation de secrétaire et de dactylo. Par conséquent, pour les femmes, faire reconnaître leurs qualifications, c'est souvent revendiquer des écoles, des concours, hein, des examens, voilà, parce que c'est que comme ça que du coup, on peut avoir un diplôme et être reconnu. Quand on regarde les luttes des infirmières, pour passer du niveau du soin, voilà encore quelque chose qui est inné pour les femmes. Les femmes soignent. C'est la féminité, la maternité, c'est de soigner. Il n'y a pas besoin de qualification, c'est féminin, c'est féminin. Mais alors quand on est infirmière, faire reconnaître que c'est un vrai métier, et pas seulement une qualité innée, ça passe par les écoles d'infirmières, par les diplômes d'infirmières, etc., etc. Il y a là un processus qui s'est reproduit et que les féministes du XIXe siècle, je pense à Élisa Lemonnier par exemple, qui s'est beaucoup battue pour ça, eh bien, il fallait faire reconnaître les qualifications des femmes justement par des écoles, des formations, etc. Et puis ensuite, naturellement, accéder à toutes les formations, à toutes les études, hein, par la mixité, par le travail des études, c'est encore une autre frontière, véritablement, par la formation. Et là, ici, on rejoint alors tous les travaux qui ont été faits en embranchement ou en collaboration avec les travaux du MAGE. Je pense à Nicole Mosconi, aux travaux de Nicole Mosconi, à ceux de Rebecca Rogers chez les historiennes, etc., qui ont montré, je pense aux travaux de Nicole notamment, la mixité, c'est très important. Je crois qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est quand même une conquête importante. Mais Nicole a très bien montré que ça s'était fait pour des raisons, au fond, assez pragmatiques et financières, sans réflexion véritable, et que, à certains égards, pendant très longtemps, et peut-être encore aujourd'hui, malgré tout, un faux semblant, avec
derrière les formations, en apparence mixtes et égales, la reconstitution de filières différentes, avec pour les femmes toujours une difficulté à accéder à certaines filières. On dit qu'elles manquent d'ambition, mais c'est surtout que les obstacles qui sont mis devant elles pour faire des maths, pour faire de la physique, pour faire de plus en plus, elles y viennent naturellement. Mais historiquement parlant, ça a été une lutte longue et difficile. Et pour arriver aux professions véritablement de prestige, ça a été une lutte terrible. Dans le monde ouvrier comme dans le monde intellectuel. Dans le monde ouvrier, un ouvrier délégué à un congrès de la fin du XIXe siècle dit ceci: à l'homme, le bois et le métal, aux femmes, la famille et les tissus. Formule extraordinaire: à l'homme le bois et les métals, c'est-à-dire les choses dures, les choses qui résistent, avec lesquelles il faudra se battre, il faudra apprendre à les transformer, travail productif. Aux femmes, la famille, bon bien sûr la famille, et les tissus, le mou, le fil, ce qui s'évanouit en quelque sorte. Ça, côté du travail masculin. Et dans le monde ouvrier, il y a eu beaucoup de résistance pour l'arrivée des femmes aux métiers qu'on considérait comme nobles. Par exemple, la typographie, qui n'est pas le bois et le métal, mais la typographie, les typographes ont résisté de toute leur force à l'entrée des femmes dans le métier. Parce que si des femmes entraient dans le métier, c'était le dévaloriser. La typographie, c'est un métier d'ouvrier intellectuel, c'est le rapport avec le livre, c'est le rapport avec une véritable création lexicale. Les femmes ne peuvent pas faire ça. Et si elles le font, eh bien, tout va tomber en quenouille, c'est-à-dire se dévaloriser complètement. Voilà pour le monde ouvrier. Dans les professions intellectuelles, libérales par exemple, de prestige, les luttes ont été aussi difficiles. Je renvoie ici au très beau livre de Juliette Rennes qui s'appelle Le mérite et la nature, qui est paru il y a 2 ans, et où elle montre comment, sous la Troisième République, qui était plutôt un régime plus favorable aux femmes, mais enfin quand même drôlement machiste, ça a été extrêmement difficile. Pour devenir médecin, et encore pire, pour devenir avocate. Pire, parce que le droit, c'est le domaine de l'homme. Il n'y a que les hommes qui peuvent dire le droit. C'est vraiment une création masculine. Et d'autre part, une femme avocate, il faudra qu'elle parle. Et la parole, c'est le verbe, c'est-à-dire le pouvoir suprême, divin, et c'est aussi un organe, et un organe que les femmes n'ont pas. Les femmes ne savent pas parler, ne peuvent pas parler. Et parmi les premières objections qui ont été faites entre les 2 guerres à une première femme qui voulait devenir professeure, c'était une germaniste. Elle était excellente, elle était probablement la meilleure. Et d'ailleurs, le jury de la Sorbonne, ça se passait à la Sorbonne, où nous sommes, a dit oui, elle est la meilleure, elle est très, très, très bonne. Mais c'est pas possible, elle ne peut pas devenir professeure, elle ne pourra pas parler. Il n'y avait pas de micro dans ce temps-là, c'est vrai. Mais l'organe des femmes ne pourra pas dominer un amphithéâtre, c'est pas possible. Donc, difficulté des femmes extraordinaire à parvenir à tous les métiers et aux métiers respectés. Et puis, d'autre part, pour le syndicalisme aussi. Voilà, encore. Le syndicalisme, on pourrait imaginer que le syndicalisme a été un monde de l'égalité entre les sexes. Ben non, parce que la tradition française était proudhonienne, avant 14. Bon, c'était une véritable tradition proudhonienne. Proudhon, vous le savez, la femme courtisane ou ménagère. Courtisane ou ménagère. Si elle n'est pas ménagère, elle sera courtisane. Mais il n'y a pas d'autre alternative, car les femmes ne doivent pas travailler comme on l'entendait, c'est-à-dire un métier salarié, une profession, etc. Or, Proudhon, dont par ailleurs les écrits sont extrêmement intéressants, était quand même le maître à penser du syndicalisme d'action directe, qui est le grand syndicalisme d'avant 1914.
Un autre exemple concret, l'affaire Couriot, 1913, une année avant la Grande Guerre. Ça se passe à Lyon, dans une grande imprimerie. Couriot a voulu que sa femme, Emma, devienne typote. Il a eu plein de mal, ce brave homme, il a eu beaucoup de difficultés. Mais enfin, pour lui faire plaisir, on a admis qu'Emma devienne typote. Et voilà-t-il pas qu'Emma veut se syndiquer. Comment, lui dit-on? Elle est typote et maintenant elle veut se syndiquer? Ah, bah surtout pas. Être syndiquée, c'était un droit d'homme. Les femmes ne votaient pas, eh bien, elles ne pouvaient pas non plus adhérer à un syndicat. J'ajoute que dans d'autres branches professionnelles, c'était pas la même chose, que d'autre part, dans la couture, qui était à 90% les métiers du textile féminin, il y avait des syndicats de femmes, des associations de femmes. Mais dans les métiers masculins virils, on voulait maintenir, même au niveau du syndicat, une barrière vis-à-vis des femmes. Conclusion, tout ça a été très difficile et on peut comprendre comment il a fallu pour les femmes s'affirmer dans tous ces domaines-là, avec beaucoup de difficultés, parce que, on l'a dit souvent, à plusieurs reprises dans les tables rondes de la journée, il y a toujours un problème aussi du consentement et de l'idée que l'on se fait de soi-même. Et il ne va pas de soi qu'on considère le travail comme libérateur, d'abord parce qu'il ne l'est pas toujours. Après tout, être ouvrière d'usine, c'était pas forcément 12 heures par jour, c'était pas forcément très drôle, et 14 heures même. Et il y avait certainement un certain nombre de femmes qui disaient je fais ça jusqu'à mon mariage, puis après je rentrerai à la maison, je m'occuperai de mes enfants, etc., etc. Donc il y a toutes sortes d'obstacles à vaincre pour que les actrices elles-mêmes de la scène sociale réalisent que en ne travaillant pas, en s'enfermant dans la maison, c'est pas leur bonheur, peut-être une part de leur bonheur naturellement, mais il y a peut-être aussi d'autres difficultés, d'autres obstacles. Autrement dit, une longue marche des femmes vers le travail, et la question finale, mais rassurez-vous, je la poserai sans la résoudre, c'est les choses ont quand même changé, beaucoup. Et tous les travaux du MAGE, de Margaret et de toute l'équipe, ça a été justement de montrer ces changements. La sociologie du travail des femmes l'a montré ô combien. Alors, je ne dirais pas pourquoi, c'est une question beaucoup trop difficile, mais pour les historiens, les historiennes, les sociologues, le comment. C'est pas, ça, c'est comment ça a changé, avec à la fois des combinaisons de facteurs, avec point d'interrogation, quel a été le rôle du marché, certainement très important. Si les femmes travaillent, c'est aussi qu'on a besoin d'elles, et le marché fonctionne aussi avec ça. Les techniques, très important, les changements de techniques, et puis le rôle des femmes elles-mêmes. Et je pense que c'est très important de voir les rôles, le changement du désir des femmes, comment c'est modifié dans la représentation, les figures de femmes, et comment les femmes qui travaillent sont devenues, j'allais dire, des figures attractives, des figures de bonheur. Voilà, je crois que c'est important, de plaisir, de bonheur, de liberté. De liberté. Simone de Beauvoir, de ce point de vue, était une femme de liberté, et Dieu sait si elle a insisté sur l'importance du travail pour l'émancipation des femmes. Merci. Merci Michel, c'est toujours un grand plaisir de t'entendre. C'était particulièrement un jour important où tu étais là. Merci à tous les intervenants et intervenantes de cette journée, c'était superbe et je pense que tout le monde est très content ce soir. Merci à celles qui ont organisé cette journée, Soline Blanchard, Anne Forcel, Anna-Yancy Gonzalez. C'était un énorme travail. Merci au comité d'organisation de ce colloque et merci à vous tous et toutes qui avez fait le MAGE depuis 20 ans. Et j'espère, Rachel, Rebecca, Nathalie, qu'on se retrouvera ici même dans 20 ans. Merci.